Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ce qui s'est passé là-bas, c'était pas un bombardement, c'était autre chose. Une lumière blanche, aveuglante. Des gens qui ont disparu comme vaporisés. Ça, c'est un témoignage recueilli en 1962 à Ohrdruf, dans la forêt de Thuringe. On est à la toute fin du Reich. Mars 1945, Berlin vacille, les Alliés approchent à l'ouest, l'armée rouge à l'est, l'issue est inévitable, mais dans l'entourage du Führer, certains refusent encore la réalité. Ils croient à un miracle, et ce miracle dans leur esprit a un nom, donc la bombe atomique allemande. Mais là, c'est plus l'affaire de scientifiques en blouse blanche, désormais c'est l'affaire de la SS. Oui, l'entrée de la SS dans le jeu nucléaire. La Schutzstaffel, dirigée par Heinrich Himmler, n'est pas, vous le savez, une institution scientifique, comme je disais tout à l'heure, c'est l'organe le plus fanatique du régime, l'instrument des basses œuvres, bien sûr, et pourtant, au début de 1945, elle prend le contrôle des programmes les plus secrets du Reich, y compris les recherches atomiques les plus avancées. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au sein même de l'État nazi, l'armée et les chercheurs civils ont perdu la confiance d'Hitler. Trop lent, trop prudent, trop critique parfois. La SS, elle, promet au Führer d'aller vite, de frapper fort, de livrer une arme de décision en quelques semaines. C'est Hans Kammler, haut responsable SS, déjà en charge du programme V2, qui va prendre en main les opérations. Kammler est un organisateur impitoyable, méthodique, obsédé par l'efficacité. Il installe ses centres de commandement à proximité de deux lieux, le camp de concentration de Dora-Mittelbau et surtout Ohrdruf, petite ville de Thuringe, couverte de forêts, de collines et de tunnels. Et c'est ici que va se jouer l'un des épisodes les plus sombres et finalement les plus secrets de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet étrange site d'Ohrdruf, en plein centre de l'Allemagne. À quelques kilomètres d'Ohrdruf, vous avez un réseau de galeries souterraines qui est creusé à marche forcée, par des déportés bien sûr. Des milliers d'entre eux vont mourir de froid, de faim, d'épuisement. Et j'allais dire, ça c'est ce qu'on lit toujours et tout le temps sur cette Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Les travaux sont dirigés par des équipes de l'ASS. Officiellement, il s'agirait de construire un quartier général souterrain pour Hitler, mais de nombreux témoignages recueillis après la guerre évoquent autre chose. Et j'insiste sur autre chose. Certains parlent de laboratoires souterrains, d'équipements techniques inhabituels, de déplacements fréquents de convois spéciaux, escorté, silencieux, inaccessible. Et puis surtout, il y a ce jour, le 4 mars 1945. Des témoins, anciens civils de la région, se souviennent d'une explosion énorme, précédée d'un éclair blanc, suivi d'un souffle sec, brutal. Des dizaines d'animaux retrouvés morts dans les pâturages alentours, des arbres tordus, des hommes brûlés. Et des centaines de prisonniers, affectés aux travaux bien sûr, qui ne reviendront jamais. Un survivant racontera plus tard, je cite, « Beaucoup sont morts tout de suite, ils n'étaient plus là, disparus, d'autres ont crié, ils étaient aveuglés, brûlés, on nous a dit de nous taire. » Ces paroles, rapportées dans les années 60, déclenchent finalement peu de réactions. Il faut attendre les années 2000 et l'enquête de Rainer Karlsch pour qu'on s'y intéresse de nouveau. Et Karlsch va plus loin que les simples témoignages. Avec son équipe, il va effectuer des prélèvements de sol sur les sites identifiés comme zones possibles de tests nucléaires. Autour d'Ohrdruf, mais aussi sur l'île de Rügen, en mer Baltique, où un autre test aurait eu lieu à l'automne 1944. Les analyses sont très claires. Des taux anormalement élevés de césium-137 et de cobalt-60, qui sont des isotopes caractéristiques des explosions nucléaires. Alors ces taux sont trop localisés, trop cohérents pour être attribués à Tchernobyl ou à une pollution ultérieure. En plus, aucune explosion soviétique ou américaine n'a jamais été enregistrée dans ces zones-là. Les isotopes sont anciens, compatibles justement avec une date autour de mars 1945. Les scientifiques allemands, consultés par Karlsch, dont les professeurs Reinhard Brandt et Arthur Scharmann, confirment qu'il s'est effectivement passé quelque chose de nucléaire sur ces sites, c'est incontesté et incontestable.
Alors, c'est pas un test grandeur nature comme à Alamogordo pour le projet Manhattan, mais une détonation à caractère nucléaire qui utilise une technologie atypique, probablement donc une charge creuse à composante de fusion, une mini-bombe, si vous préférez, mais bien réelle. Et puis, comme je vous le disais, il y a le rapport soviétique. C'est un autre tournant. En 2002, Karlsch découvre un document classifié du Kurchatov Institute, l'un des centres nucléaires les plus secrets de l'URSS. Dans une lettre adressée à Staline, datée du 30 mars 1945, le physicien Igor Kurchatov évoque un essai nucléaire allemand détecté par les services soviétiques dans le secteur d'Ordruf. Le contenu du rapport est laconique mais explicite. Une source militaire soviétique rapporte une détonation suspecte accompagnée de signes de rayonnement intense sur un périmètre réduit. Kurchatov, perplexe, estime que si c'est une explosion nucléaire, elle est étrange, trop petite, trop localisée. Mais il ne rejette pas l'hypothèse. Il demande des analyses complémentaires. Et donc c'est la première fois qu'un document officiel soviétique évoque noir sur blanc un test atomique allemand à la fin de la guerre. Pourquoi cette affaire n'a-t-elle pas éclaté, si j'ose dire, plus tôt ? Pourquoi les Alliés ne l'ont-ils pas exploité ? Peut-être parce que la guerre froide s'est évidemment rapidement imposée et qu'il fallait éviter de raviver les débats sur l'origine des armes atomiques. Peut-être parce que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à reconnaître qu'ils avaient laissé passer sous leur nez des tests nucléaires nazis. Peut-être aussi parce que les responsables eux-mêmes n'ont pas survécu. Kammler disparaît mystérieusement fin avril 1945. Alors là, la question se pose. Mort, exfiltré, les hypothèses manquent pas, vous vous en doutez. Certains affirment qu'il aurait été secrètement récupéré par les Américains, mais là encore, silence. Vous savez, j'ai déjà parlé de l'opération Paperclip, bien sûr, ce serait dans ce cadre-là. Une chose est sûre, ce que les nazis ont tenté à Ordruf n'était pas de la science-fiction, c'était un test, une tentative, un dernier pari. Et dans ce pari, ils ont sacrifié leurs prisonniers, leurs ressources, leur morale aussi, enfin ce qui en restait en tout cas, et une partie de l'histoire elle-même avec un grand H. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.